Après de longues années d'attente, alors que tout le monde croyait que la paix était revenue grâce à la mise à mort du Grand Centaure d'un seul coup de poing légendaire, chacun pensait que l'histoire était enfin terminée. Mais était-ce vraiment la fin? Ou bien n'était-ce que le début d'un cauchemar plus grand et plus organisé? Dans l'ombre, l'association des monstres préparait son coup fatal, une véritable guerre qui allait bouleverser le visage du monde. Préparez-vous au retour du héros chauve dans la 3e saison de One Punch Man. Il reviendra pour prouver que le calme n'était qu'une pose de guerrier, et que cette fois, ces épisodes dépasseront littéralement toute description. Alors prépare-toi mon ami, car nous allons plonger dans les profondeurs de l'histoire. À la suite de la bataille féroce qui avait ravagé la ville, et après que le Grand Centaure fut devenu un simple souvenir effacé dans l'esprit des gens, un nuage de calme temporaire planait sur l'atmosphère. Mais derrière les portes closes du siège de l'association des héros, l'écho de la victoire s'estompait peu à peu, remplacé par une tension lourde et pesante. Une réunion stratégique d'urgence rassemblait les dirigeants et les hauts responsables de l'association. La discussion s'y déroulait sur un terrain brûlant. L'un des responsables présentait le rapport sur les pertes, et sa voix portait une note d'incrédulité tandis qu'il expliquait comment, au moment où la destruction de la ville semblait inévitable, une attaque mystérieuse et puissante avait eu lieu, leur permettant de détruire l'entité du Grand Centaure, jusqu'à ce qu'elle se transforme en cendres dispersées dans l'air. Une question se murmura dans la salle. Est-il possible que le Centaure ait disparu sans laisser la moindre trace? La réponse vint d'un autre commandant qui parla d'un ton très confiant, et affirma que, malgré l'étrangeté de la situation, cette empreinte était connue, et qu'elle ne pouvait venir que d'une seule personne. Oui, c'était le héros King. Tous hochèrent la tête en silence, comme s'ils s'accrochaient à leur dernier espoir à la carte la plus puissante de l'humanité. King Sama, l'atout suprême dans toute catastrophe. Et bien sûr, aucun d'eux ne savait qu'en réalité, il ne possédait rien de tout cela. Ce n'était qu'un homme chauve, perdu, qui n'avait aucun lien avec ce qui s'était passé. Mais le dossier de la victoire fut rapidement clos, et l'attention se tourna vers un autre dossier, plus palpitant et complexe, celui du chasseur de héros, Garou. Car les nouvelles venaient d'arriver, chargées de l'échec du héros légendaire. C'est alors que le commandant Sitch intervint d'une voix ferme qui brisa toute tension et prononça sa décision finale. Vous ne devez plus considérer Garou comme un humain, mais comme un monstre. Il annonça qu'à partir de ce moment, Garou serait traité comme une menace de niveau dragon, et qu'une alerte d'urgence serait déclenchée dès sa prochaine apparition. La décision était dure. Certains présents reconnaissaient encore que Garou restait humain, mais la réponse fut à la fois logique et douloureuse. Y a-t-il un seul humain capable d'affronter l'élite des héros de classe S? Que dire alors d'un homme capable de les dominer? Au milieu du débat houleux, la voix de l'un des participants s'éleva soudain pour demander la convocation de la dernière carte, le héros numéro 1, Blast. Mais cette demande était semblable à un mirage, car Sitch expliqua que Blast était un cas à part, un héros qui agit selon son propre gré, et sur qui personne ne peut imposer d'ordre personnel. Sa personnalité est si étrange que même son identité secrète demeure inconnue, y compris dans les archives de l'association elle-même. Mais Sitch conclut son discours sur une note d'espoir, affirmant que si jamais l'humanité tout entière se trouvait au bord du gouffre, il est certain que Blast apparaîtrait pour la sauver. Soudain, le calme relatif de la réunion fut brisé par le bruit d'une explosion. La porte de la salle venait de voler en éclats. Un homme mystérieux apparut, la colère bouillonnant sur son visage. On apprit qu'il s'agissait de Narenki, l'un des plus grands soutiens de l'association. L'homme, aveuglé par la fureur, cria en plein visage des membres présents. « Mon fils a été enlevé. Cela fait 24 heures, et vous ne bougez toujours pas. » Mais alors, un homme s'avança avec un calme assuré. Il se nommait Sekingal, et déclara qu'il serait le commandant responsable de l'opération de sauvetage. La réunion était tendue, l'atmosphère électrique entre les participants. Pendant ce temps, loin des discussions politiques et des réunions, les héros de classe S étaient rassemblés. Tatsumaki apparut, disant avec sarcasme et colère « Laissez-moi y aller, je détruirai la ville entière avec tout ce qu'elle contient, et on en aura fini. » Pendant ce temps, Flashy Flash estimait que cette opération mettait les nerfs à rude épreuve. La tension atteignit son comble lorsqu'il fut annoncé que le héros Drive Knight, qui avait décidé d'enquêter seul en défiant les ordres, avait complètement perdu le contact. L'hypothèse la plus probable était qu'il avait été vaincu et détruit. La nouvelle tomba sur eux comme un coup de tonnerre. L'idée qu'un héros aussi puissant que Drive Knight puisse être anéanti aussi facilement dessinait dans leurs esprits une image terrifiante de la puissance de l'ennemi qu'ils allaient affronter. Au milieu de ce chaos, le héros atomique samouraï fit son apparition, ses vêtements imprégnés de l'odeur du sang. Il expliqua qu'il avait passé toute la journée précédente à chasser des monstres. Son arrivée coïncida avec celle du héros le plus séduisant, numéro 1 de la classe A, Amai Mask. Amai Mask ne perd pas de temps, et commence à lancer ses flèches empoisonnées sur les disciples d'Atomic Samurai, les qualifiant de simples gamins qui ne feraient que ralentir la mission. Il dit que leur mort n'est pas le problème, mais que la véritable catastrophe serait qu'ils soient pris en otage ou utilisés comme boucliers humains. Et avec un calme glacial, il propose à Atomic de leur donner l'ordre de se suicider.
Atomic Samurai tente de garder son sang-froid et de défendre ses élèves, affirmant qu'ils sont puissants, mais Amei Mask décide de clore la discussion par une phrase tranchante qui met fin à tout. Il le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tout simplement, pour que ton petit cerveau comprenne, je suis plus fort que toi. » L'étincelle était sur le point de jaillir entre eux, si un des disciples du samouraï n'était pas intervenu pour apaiser la tension. Loin de ces conflits entre puissants, dans les profondeurs des cellules de la prison, le destin préparait un héros d'un tout autre genre. Un héros qui prendrait part à la bataille. Puri Prisoner fut libéré de manière exceptionnelle. Le directeur de la prison lui expliqua la tragédie survenue, comment un monstre ressemblant à un chat avait pris d'assaut la prison, tué les gardiens avec sauvagerie, transformé certains prisonniers en monstres, puis disparu avec eux. Il le supplia, le cœur brisé, de leur rendre justice et de les venger en tant que héros. Puri Prisoner accepta la mission avec la fierté des justiciers, et avant de partir, l'un de ses camarades de cellule lui offrit un cadeau. Non pas un simple pull en laine, mais un symbole d'espoir tissé de fils. Revenons maintenant au petit génie. Child. L'empereur qui luttait seul contre le temps dans la salle de surveillance, entouré d'écrans et d'appareils complexes, tentait désespérément de localiser le quartier général des monstres. Il décide de demander de l'aide à Metal Knight, qui l'observait en silence, mais la réponse qu'il reçoit est plus froide et plus cruelle que ce à quoi il s'attendait. Metal Knight déclare son refus catégorique, justifiant sa décision par une philosophie terrifiante. Révéler l'emplacement du quartier général reviendrait à condamner tous les héros à mort. C'est alors qu'il révèle un secret choquant. Il avoue avoir subi une défaite écrasante face au roi des monstres, Orochi, d'un seul coup qui a entièrement détruit son bras, et même désactivé son système d'entraînement automatique. Il conclut ses paroles par un avertissement final qui sème la peur dans le cœur de l'enfant. Ne fais confiance à personne autour de toi. Si tu veux accomplir la justice, fais-le seul. Mais il semble que la patience des aînés touche à sa fin. Narinki décida qu'il n'attendrait plus l'association. On le voit libérer sa propre armée. Une troupe de mercenaires vêtus de combinaisons de combat avancées, qu'il affirme être supérieure à la puissance des héros. Il leur promet une richesse légendaire en échange du retour de son fils, et sur son ordre, cette troupe se met en marche vers la ville. Au milieu de ce chaos, une silhouette mystérieuse apparaît, observant les événements de loin, et déclare d'une voix assurée et menaçante. Il n'y a plus d'échappatoire. L'heure zéro a sonné. Ailleurs, les portes de l'appartement de Saitama accueillaient une nouvelle visiteuse. Une visiteuse portant sur ses épaules une défaite cuisante. Fubuki, la chef du groupe Blizzard Punch, ou ce qu'il en restait, fit irruption dans les lieux. Ses traits mêlaient fatigue, colère et détermination. Elle n'était venue que pour une seule raison. Utiliser la chambre de Saitama comme salle d'opération d'urgence afin de rassembler les débris de son équipe, effacés de la carte. Mais la scène qu'elle découvrit suffit à effacer la moindre parcelle de concentration qui lui restait. Au lieu de trouver un appartement vide, elle se retrouva au milieu d'un rassemblement légendaire, historique. Celui des plus grandes légendes du monde. Le petit appartement ressemblait à un véritable refuge pour anciens combattants. King, le plus fort du monde, était assis humblement par terre. Le maître Silverfang et son frère aîné Bomb étaient allongés dans un coin, comme s'ils étaient en convalescence. Et Genos, le fidèle disciple de Saitama, l'un des héros de rang S, était assis dans un autre coin, en train de polir soigneusement son armure. Mais la véritable catastrophe, le choc qui fit douter Fubuki de sa santé mentale, résidait dans ce que faisaient les deux hommes les plus puissants de la pièce, voire du monde, alors que le monde était au bord du gouffre. Saitama et King étaient plongés dans une bataille décisive qui déterminerait leur avenir. Une bataille de jeux vidéo. King expliquait à Saitama qu'il était techniquement impossible pour le personnage du vieil homme, qu'il avait choisi de vaincre son propre personnage de type Yum Yum, plus léger, même si le vieil homme atteignait le niveau maximal. Quant à Saitama qui perdait sans arrêt, il se tourna vers lui avec irritation et lui dit « Et maintenant tu me le dis ?» Le plus drôle, c'est que les stratégies du jeu étaient discutées entre ces deux-là, avec un sérieux dépassant celui des plans de sauvetage du monde. Fubuki, quant à elle, se tenait au milieu de cette scène absurde, ayant l'impression d'être entourée d'une bande d'enfants. Elle essayait de rassembler ce qui lui restait de voix pour leur crier dessus, leur rappelant que les monstres étaient dehors, que son équipe avait été anéantie, et que l'humanité était en danger. Mais sa voix se perdait dans les sons des boutons et des effets sonores. Saitama, sans même lever les yeux de l'écran, lui répond avec un calme glacial en disant qu'il vient tout juste de rentrer chez lui, et qu'il a besoin de reprendre un peu son souffle. Fubuki le regarde, au bord de l'effondrement, puis demande à Silverfang ce qui l'a amené ici. Le vieil homme répond d'une voix douloureuse, expliquant qu'après le combat, il avait décidé d'utiliser sa technique avancée, mais que son corps âgé l'avait trahi. Son dos et sa jambe refusent désormais de coopérer avec lui. Fubuki tente de reprendre le contrôle, frappe la table du poing et déclare qu'ils vont tenir une réunion stratégique immédiatement. Mais elle découvre que la catastrophe est bien plus grave qu'un simple manque d'enthousiasme. Tous les dispositifs de communication des héros étaient hors service d'une manière des plus suspectes. Celui de Genos avait fondu à cause de la chaleur, celui de Bang était tombé dans une fissure du sol, et celui de King avait été détruit par les ondes de choc provoquées par le coup de poing de Saitama.
En résumé, mon ami, les plus puissants héros du monde étaient totalement isolés. La situation était la suivante. Genos avait besoin d'une reconstruction complète, les deux vieillards nécessitaient une rééducation physique, et King, fidèle à lui-même, commençait à inventer des excuses diplomatiques pour éviter tout combat possible. Il ne restait dans l'appartement que 2 personnes prêtes à se battre. Le chauve, Saitama, qui n'en avait rien à faire, et Fubuki, dont tout le monde se fichait. Au milieu de cette paralysie totale, King lança une phrase en passant. Il dit que le maître des héros, Garou, que Saitama voulait rencontrer, se trouvait au même endroit que le combat contre le mille-pattes géant, et qu'il l'avait manqué de peu. Ces quelques mots suffirent à enflammer l'atmosphère. Saitama, qui vivait jusqu'alors dans son monde de jeux vidéo, se réveilla soudain. Les traits de son visage passèrent du divertissement à une colère véritable, non pas à cause de Garou, mais parce qu'il s'était senti personnellement insulté. En un instant, Saitama se leva et annonça sa décision fatidique. Tous se tournèrent vers lui, s'attendant à un plan génial pour sauver le monde, mais Saitama déclara avec le plus grand sérieux. « Je sors. » Ils lui demandèrent « Où vas-tu » Il répondit « Je vais sauver l'humanité, puis j'achèterai du chou car nous avons besoin de dîner. » Puis il disparut, laissant derrière lui Fubuki dans un état de stupeur, réalisant pour la 1000e fois que tenter de recruter Saitama dans son groupe était plus difficile que de vaincre le roi des monstres lui-même. Au même moment où Saitama pensait au chou, Garou se réveillait au cœur de l'enfer. Il ouvrit lentement les yeux, et la première chose qu'il ressentit fut une vague de douleur brûlante parcourant chaque cellule de son corps. Il se trouvait dans une pièce sombre et froide, où flottait une odeur de sang. Puis il trouva à côté de lui une feuille de papier, sur laquelle était écrite, d'une écriture élégante et terrifiante, une lettre de bienvenue de la Association des monstres. On l'y informait qu'il l'avait sauvé de la mort, et qu'il devait rester à sa place, car le monde d'en haut n'était plus un endroit sûr. Sa mémoire était confuse. Le dernier souvenir qu'il avait était celui du poing de son vieux maître, puis l'apparition d'un monstre volant, et ensuite, les ténèbres complètes. Soudain, il entendit des cris. Il découvrit qu'il s'agissait des restes du groupe de Narinki, emprisonnés non loin de là, suppliant pour leur vie, et criant qu'un robot étrange les avait vaincus avant de les livrer à l'association des monstres. C'est alors qu'un robot surgit de l'obscurité, déclarant qu'il était un envoyé d'une entité mystérieuse appelée l'Organisation, et que sa mission était d'aider l'association des monstres. Il se présente sous le nom de G5, expliquant que ces armures de combat portées par les soldats sont une technologie avancée, car elles sont programmées uniquement pour leurs utilisateurs, et que les monstres ne peuvent pas les utiliser. Il propose alors de les laisser vivre comme des pions dans leur bataille. Peu après, Garou est convoqué à comparaître lui-même devant le commandement, dans une vaste salle entourée d'une élite des plus puissants monstres de l'association, des créatures aux formes terrifiantes. Au fond de la salle se tenait un être gigantesque, assis sur un trône d'ossements. Le roi des monstres, Orochi. Orochi prend la parole, s'adressant à Garou d'un ton mêlant admiration et perfidie. Il lui propose un poste dans la direction de l'association, louant sa haine des héros et sa détermination à les combattre, même au bord de la mort. Mais cette offre avait un prix, une seule condition imposée par le roi Orochi. Garou devait prouver sa loyauté, en se transformant en monstre. Et il n'y avait qu'une seule façon de le prouver. Apporter en un jour la tête d'un héros devant eux, pour s'assurer que Garou ne reculerait pas et ne feindrait pas ses intentions. Ensuite, Orochi ordonna à 2 des monstres les plus puissants, le roi des insectes et le roi tueur, de rester dans son ombre et de le surveiller en permanence. Ailleurs, 2 autres monstres discutaient de la perte de Goketsu et du grand mille-pattes, se demandant ce qu'il était advenu de Sonic, qui les avait rejoints avant de disparaître. Et c'est là, mon ami, que nous découvrons le destin de Sonic, après qu'il a décidé de manger une cellule de monstre génétique pour devenir plus fort. Mais, craignant les effets secondaires, il choisit de la cuire d'abord pour la rendre inoffensive. Le résultat ? Au lieu d'obtenir une puissance destructrice, il se retrouva aux toilettes, victime d'une intoxication alimentaire. Lorsqu'il sentit son corps plus léger et une nouvelle force circuler en lui, il découvrit finalement que tout ce qui s'était passé, c'est qu'il avait perdu 2 kilos, et que la transformation légendaire dont il rêvait n'était qu'un simple effet secondaire. Après avoir relevé le défi et quitté le repère des monstres, la mission suicidaire de Garou est devenue claire, revenir avec la tête d'un héros. De retour dans les rues de la ville, elle n'était plus comme nous la connaissions. Le chaos régnait partout, et la peur de l'association des monstres n'était plus une simple peur, mais une certitude d'impuissance face à eux. On voit un groupe qui se fait appeler le Parti des adorateurs de monstres. Ils marchaient dans les rues avec des pancartes et des haut-parleurs, proclamant que l'humanité était condamnée, et que la résistance n'avait plus aucun sens. La seule solution pour survivre, selon eux, était de se soumettre et d'offrir des sacrifices aux monstres. Les gens avaient perdu la raison au milieu de cette folie. L'un des citoyens ordinaires, ne supportant plus, leur cria « Je préfère mourir plutôt que de rejoindre les monstres !» 2 membres du parti coururent vers lui, l'attrapèrent, et s'apprêtaient à le livrer en offrande aux monstres. Mais ils percutèrent un homme qui marchait en sens inverse. C'était Garou lui-même.
Garou, marchant dans son propre monde, les regarda froidement, et d'un simple claquement de doigts, les deux furent projetés en l'air. Puis il les fixa avec dégoût et dit « Si vous croyez que les monstres accepteront vos offrandes, c'est que vous ne comprenez rien à la vraie nature des monstres. » Il reprit ensuite sa marche à travers le chaos, tandis que les écrans de la ville diffusaient des bulletins d'urgence annonçant des émeutes, des vols et des pillages partout. Et ce chaos, au lieu de l'effrayer, ne faisait que confirmer sa vision des choses. Les humains sont des créatures fragiles, et dès qu'ils goûtent à la vraie peur, ils deviennent des monstres encore pires que les monstres eux-mêmes. Garou voyait son chemin vers le titre de « Monstre absolu », comme un sentier facile et dégagé. En marchant, il vit une bagarre devant un restaurant, où un ivrogne harcelait les passants. Garou s'approcha de lui, sans le frapper. Il sortit un couteau et le plaça devant ses yeux. En une seule seconde, l'ivrogne reprit ses esprits, terrifié. Garou esquissa un sourire moqueur et pensa « Voilà la vraie peur. C'est ce que je recherche. » Garou souffrait encore, ses précédents combats ayant épuisé toute son énergie. Il entra donc dans le restaurant et décida de manger au milieu de tout ce désordre. Il commanda un steak très épais avec un bol de riz supplémentaire et dit au serveur « Apporte-moi toutes les sortes de viande que vous avez et toutes les salades. » Le serveur le regarda stupéfait, mais Garou s'en moqua. En quelques minutes, il dévora la nourriture d'une manière si sauvage que les clients du restaurant le regardaient, terrorisés et abasourdis. Dans l'autre coin du restaurant, notre héros chauve, Saitama, venait de finir son repas. Il venait juste de commander une assiette de choux frais pour le dîner. Mais la catastrophe arriva quand il mit la main dans sa poche pour sortir l'argent. Rien! Sous la sueur froide et la foule, une panique encore plus grande commença à monter. Au même moment, il essaya d'appeler Genos, mais se souvint que Genos était démonté chez le docteur. En plein milieu de cette crise, le restaurant lança une annonce à ses clients. « Malgré les émeutes, nous avons engagé un héros pour assurer votre protection. » À ce moment-là, Saitama s'effondra intérieurement et pensa « C'est fini pour moi. Si je m'enfuis, ce sera une honte totale. » Avant qu'il ne se résigne à son sort et se perde dans ses pensées, une voix l'interpella. C'était Fubuki. Fubuki le cherchait depuis qu'il l'avait laissé à l'appartement, et il semblait qu'elle était toujours déterminée à le recruter. Elle commença à lui parler comme si de rien n'était et lui dit « J'ai entendu dire que tu cherches le chasseur de héros, Garou. Je peux t'aider, mon réseau est puissant, mais je prendrai 70% des points de la mission. » Fubuki essayait de le séduire et lui disait qu'une mission pareille pourrait faire monter son rang, mais Saitama avait tout son esprit concentré sur une seule chose, comment échapper au paiement du repas. Il ne l'écoutait même pas. Tout ce qu'il fit, ce fut d'appeler le serveur et de commander une portion supplémentaire de frites. Fubuki pensa qu'il l'invitait à partager son repas, alors elle le remercia. Saitama lui adressa un sourire mystérieux, qu'elle interpréta comme un signe d'accord. Mais soudain un employé cria « Voleur !» Un client s'est enfui sans payer. À ce moment-là, Saitama se sentit pris de panique, mais le serveur pointait un autre client. C'était Garou qui avait terminé son repas monstrueux et avait décidé de s'enfuir sans payer. Et là, Saitama vit la porte de salut s'ouvrir devant lui. Il se leva avec tout le sérieux et le drame du monde, désigna, et cria « Je vais l'attraper !»« Ne vous inquiétez pas !» Et il se mit à courir derrière lui en hurlant « Je vais l'attraper ! N'ayez pas peur !» Pendant qu'il courait, il profita de l'occasion, comme à son habitude, pour dire à Fubuki « Paie mon addition et celle des frites. » Puis il disparut en un instant. Fubuki resta figé sur place, tenant une frite dans la main, sans rien comprendre à ce qui venait de se passer. Dehors, Garou courait en pestant, car la course avait rouvert ses anciennes blessures qui recommençaient à saigner. Il repensait aux paroles de Gyoro, sur la nécessité de revenir avec la tête d'un héros. Garou n'était pas à l'aise avec cette condition, car il voulait devenir un monstre, mais pas forcément un tueur. Alors qu'il marchait dans les ruelles, il aperçut un groupe d'enfants qui harcelaient un garçon faible. Ce garçon ne lui était pas inconnu, c'était Tareo, le petit garçon qu'il avait rencontré auparavant. Garou poussa un cri, un seul, mais suffisamment puissant pour faire fuir les enfants harceleurs. Tareo le regarda les yeux pleins de larmes, et lui dit qu'il était désolé d'avoir fui et de l'avoir laissé seul quand les héros l'avaient attaqué. Le garçon, confus, lui demanda « Pourquoi les héros t'attaquent-ils ? C'est toi qui m'as sauvé et protégé plusieurs fois. » Avant que Garou ne réponde, une voix retentit derrière lui. « Arrête-toi, espèce de client qui n'a pas payé !» Saitama venait d'arriver, haletant de fatigue. Garou se tourna vers lui, furieux, et lui demanda « Es-tu un héros ? Quel est ton nom ?» Saitama répondit à son nom d'une voix si basse que personne ne pouvait l'entendre, tandis que Garou regardait dans le catalogue des héros et disait « Celui-là n'est pas répertorié, certainement un héros de classe C. » Ce mot fut l'étincelle qui mit le feu à sa colère. Garou ressentit une humiliation absolue. L'association des monstres doutait de sa monstruosité, un enfant avait eu pitié de lui,
et maintenant, un héros de classe C, tout en bas de l'échelle, venait le chasser à cause d'une addition de restaurant. À cet instant, Garou décida, sans la moindre hésitation, de prouver au monde entier, voire à l'univers tout entier, qu'il était un monstre. Et la tête qu'il offrirait à l'organisation serait celle de ce chauve. Une pulsion meurtrière terrifiante s'empara de lui, et la terre trembla autour de ses pas. Il s'avança lentement vers Saitama, et posa sa main sur son épaule, prêt à attaquer. Mais, avant même que Garou ne puisse cligner des yeux, Saitama, sans même se retourner, lui asséna un coup. Suffisant pour le mettre hors d'état de nuire. Il s'effondra, inconscient. Saitama le regarda et dit calmement, « Je suis désolé, mais moi aussi, j'ai fui sans payer l'addition. On ne peut pas se faire attraper ensemble. » Puis il s'enfuit. Quelques secondes plus tard, Garou reprit conscience, sans se souvenir de ce qui s'était passé, se demandant « Quelle est cette force ?» À ses côtés, Tareo pleurait, ne comprenant rien à la situation. Mais avant que Garou ne puisse se relever, deux silhouettes émergèrent des ombres. Deux êtres dont personne n'aurait imaginé la présence, le roi des assassins et le roi des insectes. Ils regardèrent Garou étendu à terre avec dégoût et dirent « Nous ne ressentons aucune aura de monstre. » À ce moment-là, Garou demanda à Tareo de s'enfuir, mais l'enfant resta figé, paralysé par la peur, voyant devant lui deux monstres arborant des sourires moqueurs. Il ne s'attendait pas à ce que Garou ait une faiblesse humaine, un simple enfant. Ils décidèrent alors que l'expérience avait échoué, et qu'ils allaient éliminer à la fois Garou et l'enfant. Au même instant, dans une pièce étrange appartenant à un monstre, une salle entièrement recouverte d'yeux fixant dans toutes les directions, un autre monstre entra, ressemblant à un oiseau à l'unique œil et dit « Je n'aime pas être interrompu. » « Que veux-tu » L'oiseau répondit « Pourquoi as-tu envoyé le roi des assassins et le roi des insectes ? Si le but n'était que la surveillance, il n'était pas nécessaire d'envoyer deux monstres aussi dangereux. Au moindre faux pas, il pourrait le tuer. » Le monstre, dans la pièce couverte d'yeux, répondit calmement « Et où est le problème ? Peut-être qu'ils s'entendront bien avec lui. » L'oiseau, agacé, répliqua « Ne joue pas au plus malin. Ces types n'obéissent à aucun ordre. Et il semble qu'il l'ait déjà tué. Surtout, le roi déchiqueté, c'est un être unique, il tue par plaisir. Même les autres monstres l'évitent, alors imagine un humain. » Le monstre esquissa un sourire énigmatique et dit « Exactement, c'est précisément ce que je veux. Je veux qu'il se batte contre Garou pour une seule raison, le pousser à évoluer. » L'oiseau demanda, stupéfait « Évoluer ?» Le monstre répondit « Oui, évoluer. Cet humain hésite. Il a peur. Nous devons briser son esprit et son corps, puis les reconstruire. J'ai hâte de voir comment il changera après avoir goûté à la véritable puissance des monstres. » L'oiseau, inquiet, demanda « Gyoro, que cherches-tu à faire ? Qu'as-tu l'intention de faire de Garou ?» Le monstre répliqua froidement « Et pourquoi cette question ?» L'oiseau, hésitant, répondit « Aucune raison particulière, juste une curiosité. » Le monstre afficha un sourire maléfique et dit « Écoute mon ami, penses-tu que le seigneur Orochi soit apparu par hasard ?» L'oiseau répondit « Je ne sais pas, peut-être une créature ancienne, ou quelque chose du genre. » Et là, le choc. Imagine mon ami. Le plus puissant des monstres, le chef de cette organisation, était humain autrefois. Oui, le seigneur Orochi fut un jour un homme, tout comme Garou. Après plusieurs échecs et sacrifices, il est désormais le plus puissant des êtres vivants, et a réellement mérité le titre de roi des monstres. Et il ajouta « C'est moi qui ai créé Monsieur Orochi. » L'oiseau, de plus en plus choqué, lui dit « C'est toi qui l'as créé. » Il lui répondit « Si Garou s'était bien entraîné, il serait peut-être devenu une seconde copie de Monsieur Orochi, et pourrait même devenir plus fort que lui. C'est pourquoi j'ai envoyé le roi des insectes, car si le roi sanguinaire allait trop loin avec Garou, le roi des insectes l'en empêcherait, et s'il mourait, tant pis. Nous verrons le résultat ensuite. » Nous passons ailleurs et voyons une personne surveiller les lieux en disant « Il semble qu'il soit à l'intérieur, dans la salle de contrôle. J'inspecte partout et je ne trouve rien. Il y a des inconnus qui sont venus ici, ils transportent de grandes choses, des bruits étranges se font entendre en cet endroit, ainsi que des caisses remplies de matière sale. Toutes les informations que j'ai recueillies correspondent sans doute à mes soupçons. Il est temps d'entrer. » Nous revenons à Garou. Les deux monstres lui dirent « Gyoro nous a ordonné d'observer ton comportement, Garou, pour vérifier si tu mérites de rejoindre nos rangs. » Garou regarda ses mains et vit son corps, se demandant s'il tiendrait le coup ou non. Il dévoila les bandages. Le roi des sanguinaires lui dit « Chasseur de héros, es-tu stupide ? Tu es un humain. Que veux-tu dire en prétendant vouloir devenir un monstre ? Sais-tu ce que tu es ? Tu n'es ni un humain ni un monstre.
Tu es un insignifiant, rien. Garou lui répondit. Tu es stupide. Je suis plus monstre que toi et que ceux qui sont à côté de toi ici. Le sanguinaire dit. Très bien, tue le garçon à côté de toi, tue-le pour qu'il soit ton ami. Ou bien Garou, es-tu encore attaché à ton humanité? Le garçon était littéralement terrifié. Garou fit semblant d'ignorer et dit. Qu'est-ce que j'y gagnerais? Je suis un monstre. Oui, mais j'ai de l'esprit. L'autre monstre répliqua. Le monstre est une créature séparée du monde des humains. Garou, nous t'avons vu aider le garçon, et cela est inacceptable. Tu dois le tuer pour nous rejoindre. Et tu dois déployer toute la sauvagerie dont tu es capable, voire surpasser notre sauvagerie, pour gagner notre confiance. Mais, Garou, telle est ta vérité. Jusqu'à présent, tu ne t'es encore débarrassé de ton humanité. Le sanguinaire saisit ses épées et dit « Nous ne voulons personne d'obligé parmi nous. Garou, tu dois être acceptable, tu dois être fou, tu dois abandonner toutes tes qualités humaines, tu dois devenir un démon, et pour y parvenir, tu dois tuer toutes et tous, un nourrisson, une femme, un homme, n'importe qui. » Et il ajouta, étonné, « Tu as perdu contre un héros de niveau moyen. » En effet, Garou manqua d'exploser de colère, il regarda l'enfant et lui dit, « Pars, ne t'ai-je pas dit de t'en aller? Allez, rentre chez toi. » Le garçon lui dit, « Mes jambes tremblent, je ne peux pas bouger. » À ce moment-là, Garou se met en colère contre lui et crie, « Espèce d'idiot! Personne ne viendra t'aider. Allez, cours! Tu dois te protéger toi-même. Dans des moments pareils, personne ne peut te sauver sauf ta propre force. » Le garçon se souvient effectivement de ces paroles. Garou lui dit « Arrête-toi, toi !» Et à ce moment-là, le roi meurtrier n'avait plus de temps à perdre. Il se jette sur lui et attaque l'enfant. Mais Garou intervient avec un mouvement dangereux et rapide. Il bouge sa main et saisit le bras du monstre dont l'épée était sur le point de transpercer l'œil de l'enfant. Garou le bloque et le soulève haut dans les airs, puis lui assène un coup puissant. Garou crie à l'enfant « Va-t'en, toi !» Le garçon s'enfuit en courant, mais le meurtrier le prend pour cible et dit « Je vais le tuer. » « Non, je vais te tuer toi d'abord, Garou. Tu as échoué à l'épreuve. Tu es désormais notre ennemi. Tu es l'humain Garou, ou plutôt un moins que rien, puisque tu refuses d'être humain désormais. » Alors le roi des insectes lui dit « Tu prétends être un chasseur de héros, toi qui n'as pas tué une seule personne. Misérable, insignifiant. » Garou leur répond avec sarcasme, assez parlé. « Venez donc. » Et il prend une posture de combat, prêt à affronter leur attaque de toute leur force. Pendant ce temps, celui qui observait la scène, avançant discrètement pour les espionner, dit « Mes ennemis jurés. Enfin, je me suis rapproché de vous. Vous êtes la pire organisation de l'histoire, celle qui cherche à détruire l'humanité, et c'est vous aussi qui tirez les ficelles derrière l'association des monstres. » Il s'avance vers leur position en disant « Votre secret est enfin révélé. » Mais l'homme ne montre aucun intérêt. Le héros dégaine alors son arme et lui dit « Toi, imbécile. Je suis le héros Zombieman. L'expérience numéro 66 te dit-elle quelque chose? » À ce moment-là, le gorille est choqué et dit avec étonnement « Tu es le héros venu sauver la ville, n'est-ce pas? Mon gars. » Mais Zombieman, avec assurance, lui dit « Tais-toi. » Et le gorille semble complètement stupéfait. Ensuite, il l'a fait entrer dans une pièce secrète. Zombieman entra et s'assit avec le savant responsable de la Maison de l'Évolution. Le savant lui dit « Zombieman, qui aurait cru que tu deviendrais un héros, toi qui étais la seule expérience réussie de mon laboratoire. Mais il y a 10 ans, tu es soudainement parti et tu as détruit le laboratoire. Et te voilà maintenant héros. On dirait que tu as vraiment réussi à te changer toi-même. » Zombieman se leva aussitôt tenant sa hache et dit « Tu veux me tuer ?» Puis il ajouta « Je veux seulement savoir une chose. Pourquoi la Maison de l'Évolution a-t-elle disparu? Tu es capable de la reconstruire, alors réponds-moi. » Le savant répondit simplement « Parce que mes recherches étaient un échec. J'ai découvert une force qui dépasse toutes les limites artificielles par sa propre nature. » Zombieman, étonné, lui demanda « Que veux-tu dire ?» Le savant répondit « Tout simplement, tout être vivant peut atteindre la force qu'il désire, mais dans certaines limites. Car une force excessive, si elle dépasse la limite, devient un fardeau pour celui qui la possède. Elle provoque un déséquilibre dans son cerveau et le transforme en monstre qui perd son humanité et devient fou. Ainsi, chaque créature a des limites qu'elle ne peut franchir. Pendant ce temps, Garou combattait les monstres, mais il souffrait énormément. Il frappait et recevait des coups, essayant de toutes ses forces de suivre le rythme du combat. Le savant reprit. Mais cet homme était différent des autres. Il a dépassé les limites par lui-même, et a acquis une force que l'esprit humain ne peut imaginer. Zombieman demanda. Et il a obtenu tout cela sans contrepartie? Le savant répondit. Non,
il a payé un prix très lourd. En échange de cette force, il a perdu ses cheveux. Zombieman répondit avec ironie, « Un prix lourd? Il a perdu ses cheveux? C'est ça son problème? S'il est devenu chauve, eh bien soit. Où est le mal? » Le savant dit, « Ce n'est pas cela. Il est devenu seul. Je m'en suis rendu compte lorsqu'il a vaincu le plus puissant guerrier issu de mes expériences. J'ai vu dans ses yeux la solitude. » Zombieman répondit, « C'est absurde. Ce que tu dis n'a aucun sens. Soit il y a une erreur dans tes recherches, soit dans ta tête. J'ai vu beaucoup de monstres qui ont dépassé leurs capacités. » Le savant dit, « Non, sa puissance dépasse tout ce que tu peux imaginer. Regarde, les monstres existent pour différentes raisons. Certains à cause d'un manque, d'un désir, d'une pression psychologique ou d'une explosion intérieure qui les transforme en monstres. Quant à ceux issus de mes recherches, chacun avait un but précis. Même ceux qui nous ont attaqués sont aussi considérés comme des monstres, bien que leurs raisons et leurs forces diffèrent. En même temps, nous avons des héros qui possèdent des pouvoirs extraordinaires, même ceux qui ont utilisé des technologies mécaniques pour devenir des héros puissants. Mais cet homme-là, c'était quelque chose de totalement différent. C'était un simple humain, un homme ordinaire, et pourtant, par la seule force de sa volonté, il a pu dépasser toutes les limites. Et j'en conclus que celui qui peut atteindre un tel niveau est un être humain capable d'évoluer par lui-même. Et franchement, chaque fois que j'y repense, j'en ris. Mais puisque tu es un héros, et qu'il est devenu un héros lui aussi, peut-être viendra le jour où vous vous rencontrerez. As-tu d'autres questions? Alors Zombieman dit, « Pourquoi l'as-tu choisi ?» Le savant répondit, « Je l'ai choisi parce que, dans mes recherches, j'ai découvert une méthode permettant de faire se régénérer les takoyaki à l'infini. Honnêtement, c'est tout. » Pendant ce temps, Garou se tenait face à eux et se dit en lui-même, « Je peux les vaincre. Ils ne sont rien comparés aux vieux. » Les monstres, stupéfaits, n'en croyaient pas leurs yeux en le voyant si confiant. Il leur dit, « Au fait, j'ai mémorisé tous vos mouvements. » Puis il leva sa dent cassée et la lança vers eux. Avant que le combat ne commence, il leur dit, « Je ne pense pas que vous me toucherez de nouveau. » À ce moment-là, un troisième monstre apparut, portant un petit enfant. Ils lui dirent avec étonnement, « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Le monstre répondit, « J'ai un vieux compte à régler avec cet homme. » Dès que Garou se retourna, le monstre le poignarda avec un couteau, puis se mit à le frapper violemment. Le roi des insectes le saisit et lui dit, « Qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais pas censé le tuer. » Il répondit, « Il était trop tard, alors j'ai réglé l'affaire moi-même. » Ils prirent l'enfant et quittèrent les lieux. Dans la maison de Saitama, Genos regardait King jouer aux jeux vidéo et dit, perplexe, « Je ne comprends rien. On dirait que je ne suis pas à leur niveau dans ces jeux virtuels. » Puis il ajouta, « Où est Saitama? Il est très en retard, c'est difficile de le retrouver parfois. Peut-être qu'il combat un monstre en ce moment. » Peu après, Saitama entra. Ils lui dirent, « Quoi? Tu as réussi ta mission? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es couvert de sang et de saleté? T'as affronté Garou? » Saitama répondit tristement, « J'ai perdu mon portefeuille. Il y avait environ 6 yens dedans. » Ils s'exclamèrent, stupéfaits, « On croyait que tu avais affronté Garou !» À ce moment-là, la héroïne Tornade entra en disant, « Évidemment, vous vous cachez ici. » Saitama dit, « Et toi? Qu'est-ce qui t'a ramené à la maison? » Elle répondit, « C'est le plat chinois que j'avais oublié. » Il dit, « Parfait, tu nous évites un aller-retour, merci. » Elle répliqua, furieuse, « Juste merci? Tu ne te souviens pas que tu m'as laissé payer l'addition et que tu es parti? » Saitama répondit, gêné, « Désolé. » Genos parlait à lui-même, « Qu'a-t-elle cette femme? Elle sait très bien qu'elle n'est pas à notre niveau, alors pourquoi s'impose-t-elle dans nos vies de temps en temps? Veut-elle devenir la disciple de Saitama? » Puis soudain il dit, « Non, attends, je sens quelque chose approcher rapidement de la maison. » Il ajouta, « Je suis blessé, les deux vieux ne peuvent pas se battre, cette femme ne pourra rien faire, et Saitama est stressé à cause de son portefeuille. Il ne reste qu'une seule personne capable de se battre. » Il cria, « Fille King! Viens King! Il y a un ennemi dehors, occupe-toi de lui. » King, terrifié, répondit, « Pourquoi moi, précisément? » Genos dit, « Ne t'inquiète pas, juste un seul ennemi. Rien de grave. » Soudain King revint affolé et dit, « Rentrez vite! J'ai amené le méchant ici. » L'homme entra et dit, « Les gars, je ne suis pas un méchant. Genos, c'est moi, le docteur Kuseno. » Il ajouta, « J'ai entendu dire que tu avais été détruit. Que t'est-il arrivé? Qui t'a mis dans cet état? » Genos répondit, « Ne t'en fais pas, celui qui m'a brisé a déjà été pris en charge par Saitama. » Kuseno le regarda et dit, « Tu es Saitama? » Il répondit, « Oui,
c'est moi. Mais avant toute chose, tes chaussures sont ouvertes, ne salis pas le tapis. Saitama s'exclama agacé. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ici? Trop de bavardage inutile. Il ne l'écoutait même pas. Il lui dit, je savais que tu surveillais. Génos, alors je me suis dit, je vais t'apporter un peu de viande, peut-être que tu accepteras ce cadeau de ma part. Il lui répondit, merci. Tu peux venir me voir chaque jour et parler autant que tu veux. La fille intervint, quel idiot. Et moi qui pensais que ce chauve s'était laissé convaincre par un morceau de viande. Puis elle demanda à Saitama, comment vas-tu la cuisiner? Il lui répondit, non, si tu parles et donnes ton avis en pensant que tu vas manger avec nous, je crois que l'heure est déjà tardive. Allez madame, pars d'ici. Et toi, King, rassemble ces deux vieillards et sors aussi. Pendant ce temps, dans l'organisation des monstres, un rapport arriva indiquant que Garou avait été tué. Le tueur dit, il n'était pas à la hauteur. Un autre répondit, au contraire, nous savons qu'on n'aurait pas dû le tuer, mais c'est lui qui nous a attaqués. Tu voulais qu'on ne se défende pas? Gyoro dit alors, assez de mensonges, que s'est-il passé en réalité? Ils répondirent, rien ne s'est passé, c'était juste un homme faible qui prétendait être un monstre. Il demanda, et pourquoi êtes-vous dans cet état alors? Ils répondirent, il était un peu fort, c'est tout, c'est normal aussi. Il dit, bien, pas de problème. Mais qui est cet enfant? Le tueur répondit, j'ai dit que je l'amènerais avec moi pour m'amuser un peu, car franchement j'étais en colère, alors au lieu de tuer un monstre quelconque, j'ai décidé de jouer avec lui. Gyoro lui dit, ce n'est pas le moment de jouer. Nous avons repéré un robot qui surveille les lieux. Par conséquent, dans un jour ou moins, les héros de la classe S attaqueront. La guerre que nous attendions contre les héros puissants approche enfin. Ainsi on annonça à tous les monstres que la guerre allait commencer. Et en effet, tous furent prévenus, et ils commencèrent à se préparer les uns après les autres, même les plus faibles parmi eux. Pendant ce temps, ils continuaient à transporter le petit garçon, et sur le chemin ils rencontrèrent G5. Ils virent même que Metal Knight était là, avec un bras cassé. Ils mirent l'enfant en prison avec le fils de l'homme célèbre. L'enfant lui dit, « Qu'as-tu? Ne t'inquiète pas. Mon père aussi est un homme célèbre. Tous les héros viendront sûrement me sauver, et à ce moment-là, je leur demanderai peut-être de te sauver avec moi. » L'autre répondit, « J'aimerais bien. » L'enfant ajouta, « Mais à une condition, tu travailleras pour moi. » Soudain un monstre entra et dit, « Qu'est-ce que vous disiez? De toute façon, vous deux, vous ne rentrerez plus jamais chez vous si vous espérez encore quelque chose. » L'enfant répondit, « Les héros vont vous attaquer, il y a beaucoup de héros. » Le monstre répondit en riant, « Vous allez tous mourir, vous et les héros, tous ceux qui viendront seront tués. » L'enfant répliqua, « Non, les héros de la classe S viendront vous combattre. » Le monstre répondit, « En vérité, j'ai lu les nouvelles. Les héros dont tu parles ont soit été tués, soit ont disparu. » L'enfant dit, « C'est simple, il reste encore Blast, Tornade et King, et je pense que ces noms font peur. » Le monstre répondit, « Au contraire, nous allons tuer tous ces insectes. » Il ajouta, « Nous avons créé cette organisation des monstres pour les éliminer tous, un par un. Nous avons ici des monstres de niveau, dragons, tu ne peux même pas imaginer leur puissance. Amène donc ces héros de classe S que vous appelez des héros, et on verra. Nous avons de véritables chefs-d'œuvre. Même King est faible. » Au même moment, tard dans la nuit, Garou baignait dans son sang, puis il commença à bouger lentement. Il était encore en vie. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode.